Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être aussi nombreux. Donc c'est la première séance du séminaire qui accompagne le cours de cette année sur l'immigration en débat, les polémiques, les controverses, l'argumentation, etc. Enfin, toutes ces choses dont on a besoin à chaque fois qu'on parle d'une question aussi sensible et débattue que l'immigration. Alors, je suis très heureux d'accueillir successivement Chloé Gaborio et Marc Bernardo. Chloé Gaborio, vous avez travaillé, en fait tous les deux, vous avez travaillé sur beaucoup de sujets. Vous êtes membre du laboratoire Triangle à Lyon. Vous avez travaillé sur, au fond, la formation de l'État, le républicanisme, les associations. Mais enfin, c'est surtout l'idée républicaine, les discours républicains dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et Marc Bernardo, vous dirigez actuellement Mésopolis, cette unité de recherche nouvelle qui est la fusion d'unités anciennes qui existent donc à l'université Aix-Marseille. Et vous aussi, vous avez travaillé sur beaucoup de sujets, sur l'habitat et le logement des immigrés notamment, mais vous avez aussi travaillé sur la question du langage administratif dans les politiques migratoires. Vous allez nous parler tout à l'heure des métaphores liquides utilisées dans, qui affluent, si j'ose dire, qui nous inondent dans toutes sortes de domaines. Alors je vous remercie vivement d'être venu de Lyon d'une part et de Marseille de l'autre pour participer à ce débat. Nous essayons de faire en sorte que les deux orateurs de chaque séminaire travaillent sur un sujet proche. Là aujourd'hui ça va être assez différent. Bon, il y a les questions de calendrier, les questions de mise en place qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais je mise sur l'agilité intellectuelle du public pour passer de l'un à l'autre. Et puis, vous verrez qu'au cours de ces différentes séances du séminaire, nous avons beaucoup de choses qui seront de nouveau réexaminées sous d'autres angles. Et je pense qu'en réalité, tout cela fait sens, tout cela est cohérent. Il s'agit bien de tout le discours, de tout l'argumentaire qui entoure la question migratoire. Donc, Chloé, je vous cède la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier vivement François Héran pour son invitation et Laura Audasso pour l'organisation de ce séminaire. Donc, aujourd'hui, et dans le prolongement de précédents travaux, j'aimerais parler de la genèse des conceptions républicaines de la citoyenneté en France, et en particulier du rapport problématique qu'elles entretiennent avec la circulation des personnes à l'intérieur et au-delà des frontières nationales. Je crois en effet que ce détour par le passé permet d'éclairer le fonctionnement de la référence républicaine dans le débat actuel, tout en nous aidant à repenser la citoyenneté pour l'adapter à un monde en mouvement. Alors, dans son acception juridique, la citoyenneté renvoie aux droits et éventuellement aux devoirs des membres d'une organisation politique, droits et devoirs en matière civile, politique et sociale. Mais elle revêt aussi, et c'est cela qui va nous intéresser aujourd'hui, une dimension morale, au sens où elle est chargée d'un ensemble de représentations et de valeurs qui orientent les conduites en distinguant parmi l'ensemble des citoyens au sens juridique du terme, des bons citoyens et des mauvais citoyens, des citoyens impliqués, pleinement investis dans la vie de la cité, et des citoyens prêts à renoncer à leurs devoirs civiques ou à se laisser corrompre. Cette deuxième dimension, elle est bien sûr beaucoup plus subjective, beaucoup moins explicite que la précédente. Elle peut aussi varier selon les individus, mais on aurait tort de la négliger dans la mesure où elle charrie des préférences qui déterminent les positionnements des uns et des autres à l'égard de la citoyenneté au sens juridique du terme, et donc la possibilité de faire évoluer ou non cette dernière. On le voit, ces deux dimensions, juridiques d'une part et morale de l'autre, ne sont pas indépendantes. Au contraire, elles ne cessent d'interagir l'une avec l'autre, en écho ou en tension. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de suivre avec moi les évolutions des représentations du bon citoyen
au XIXe siècle en France, de voir en quoi elle valorise ou condamne au contraire la mobilité, la circulation des personnes, et de nous interroger ensemble sur leur portée aujourd'hui dans le débat public à plus d'un siècle de distance. Donc, dans un premier temps, je reviendrai sur l'invention d'une citoyenneté en mouvement autour de 1848 avec l'avènement de la Seconde République en France. Puis, dans un second temps, nous verrons qu'au moment de la fondation de la Troisième République, cette conception de la citoyenneté en mouvement est éclipsée au profit d'une citoyenneté enracinée. Et pour finir, j'ouvrirai quelques pistes de réflexion sur les conséquences de cette éclipse dans le débat public aujourd'hui. Alors pour commencer, 1848 ou l'invention d'une citoyenneté en mouvement qui passe dans un premier temps par la remise en cause du modèle paysan, modèle qui avait été jusqu'alors au cœur de la culture républicaine. Pour rendre compte des tensions que l'intensification des migrations fait peser aujourd'hui sur la citoyenneté, on rappelle bien souvent que cette dernière s'est historiquement construite dans le cadre de la nation et qu'elle doit donc être transformée pour être adaptée à un monde marqué par les échanges transnationaux. De fait, les gouvernements représentatifs progressivement démocratisés apparaissent et se développent dans le cadre de la nation quand ils ne se construisent pas en même temps qu'elle. En France, par exemple, le lien entre citoyenneté et nationalité est consolidé tout au long du XIXe siècle. Comme le rappelle Catherine Witold de Wenden dans un livre qui s'appelle « La question migratoire au XXIe siècle », les révolutionnaires de 1789 étaient prêts à reconnaître la qualité de citoyens à des étrangers, pourvu qu'ils aient rendu d'éminents services à l'État et à la Révolution, alors qu'à la fin du XIXe siècle, au contraire, nationalité et citoyenneté apparaissent comme indissociables. Cette évolution, elle ne concerne pas simplement la citoyenneté au sens juridique du terme. Elle touche aussi la citoyenneté au sens moral. De plus en plus, être un bon citoyen, c'est avoir conscience de son appartenance à la nation, comprendre l'intérêt du pays, le faire même passer avant le sien propre. Au sein de ce système de valeurs qui associe citoyenneté et nationalité sur le plan juridique et moral, l'ancrage territorial est primordial. Dans les régimes censitaires qui se succèdent jusqu'en 1848, la propriété foncière, la propriété de la terre, conserve en effet une grande importance. Elle est la principale source de richesse, le fondement de la hiérarchie sociale, la base du système fiscal et par là même la condition de la participation politique, puisque à l'époque, il faut payer un certain niveau d'impôt pour pouvoir être électeur et éligible. Les républicains qui luttent pour l'élargissement du suffrage dans la première moitié du XIXe siècle ne remettent pas en cause cette importance de la propriété foncière, sinon pour réclamer sa démocratisation à tous, l'accès à tous à la petite propriété. Comme l'a souligné Gérard de Puymèche dans un ouvrage intitulé « Chauvin, le soldat laboureur », il développe, ces républicains, un idéal de citoyenneté largement emprunté à l'Antiquité, celui du paysan soldat. C'est parce que ce dernier est attaché économiquement et affectivement à sa terre qu'il est prêt à défendre sa patrie, qu'il est prêt à devenir un bon citoyen. Ce que j'ai montré dans mes travaux sur la genèse de la République française, dans un livre intitulé « La République en quête de citoyens », c'est que ce mythe du paysan comme citoyen par excellence ne survit pas à l'instauration du suffrage universel masculin en 1848, au début de la Seconde République. Les premières élections, organisées en avril 1848, révèlent en effet le peu de succès des candidats républicains dans les campagnes. Ils sont largement défaits et pendant plus de 20 ans, la grande majorité des ruraux, qui représentent alors aussi la grande majorité des électeurs, leur préfèrent tantôt des monarchistes, tantôt des bonapartistes. Pour des républicains qui se sont battus pour l'élargissement du suffrage,
qui l'ont fait au nom de leur foi dans les capacités politiques du peuple. La déception est naturellement immense. Et elle les met en outre devant un dilemme insupportable à leurs yeux. Soit ils conservent leur foi dans l'infaillibilité du peuple et ils doivent reconnaître qu'ils ont tort en défendant la République contre le peuple, soit ils restent convaincus des vertus du régime républicain et alors ils doivent admettre que le peuple peut se tromper, qu'il est faillible. Alors la solution apportée à ce dilemme souligne les rapports complexes qui s'instaurent entre description de la société et visée transformatrice de la société. Les explications que les républicains donnent alors à leurs échecs électoraux les conduisent en effet à postuler que les citoyens de droit que représentent les électeurs ruraux ne sont pas encore des citoyens de cœur, de bons citoyens. Autrement dit, lorsque le peuple français sera devenu un authentique peuple, lorsque les ruraux seront devenus de vrais citoyens, alors ils voteront comme un seul homme pour la République. En quoi ne sont-ils pas encore de vrais citoyens, ces ruraux ? Dans un premier temps, les républicains mettent en avant leur dépendance économique qui les rendrait dépendants politiquement. Ce qu'on appelle alors les influences de clocher, c'est-à-dire les autorités sociales conservatrices qui sont dans les villages en mesure d'imposer leur choix à leurs concitoyens, parce que ces concitoyens dépendent d'eux économiquement, sont alors dénoncés. Mais au fil des élections, le doute s'installe. Ne faut-il pas admettre que c'est en toute liberté que les paysans ont choisi d'abord des conservateurs, puis soutenu, depuis l'élection présidentielle de 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient, en 1852, Napoléon III. Une autre raison au manque de républicanisme des électeurs est alors avancée, leur arriération, due non plus à leur dépendance économique, mais à leurs conditions de vie, qui les attachent à la terre, qui les empêchent de se mêler à leurs concitoyens, de voir du pays, de se sentir appartenir à la nation. Ferry résume bien cette conception dans un petit ouvrage intitulé « La lutte électorale en 1863 », qui vient expliquer l'échec à nouveau des républicains. Quand la locomotive passe à toute vapeur, le paysan se lève sur son sillon, ses bras nus posés sur la houe, son regard accompagne un instant le bruyant phénomène, puis, lentement, il recourbe son dos vers la terre. C'est de ce regard vague, rêveur et là, où se reflète tant de misère que le campagnard voit passer les plus grandes choses de ce monde, la liberté est de ce nombre, comme le railway, elle lui est indifférente. La citation rend bien ici l'opposition entre la mobilité, celle du train, celle des individus qu'ils transportent, celle des idées que ces individus emportent avec eux, et de l'autre, l'immobilité, celle du paysan attaché à sa terre, isolé et donc indifférent aux idées et à sa nation. En quelques années, le modèle du paysan a ainsi été renversé en anti-modèle paysan, et à l'inverse, s'impose l'idée qu'il n'y a pas d'accès à la citoyenneté sans mobilité, mobilité qui apparaît inhérente à la modernité économique, morale, politique. Et c'est donc au nom de cette idée du bon citoyen, un citoyen urbain et mobile, que les républicains justifient les positions qu'ils prennent dans les discussions relatives aux formes juridiques de la citoyenneté. On le voit lorsqu'il est question de discuter le lieu où seront installés les bureaux de vote. Le décret du 5 mars 1848, pris dans la foulée de la Révolution de février pour organiser les élections à l'Assemblée constituante, prévoit qu'elles auront lieu au chef-lieu de canton, dont sont éloignés les villages les plus éloignés sont à quelques kilomètres de distance, l'enjeu étant justement de soustraire les populations aux influences de clochers qui s'expriment, se manifestent dans leur village. Aux conservateurs, qui n'ont ensuite de cesse de ramener l'urne à la commune, les républicains opposent la nécessité d'arracher l'électeur rural aux influences locales et de le plonger dans une assemblée nombreuse, au contact des opinions des citadins qu'ils estiment plus éclairées.
Alors, comme le dit Alexandre Frélon à la Tribune, en septembre 1848, alors qu'il est question d'inscrire cette disposition dans la Constitution, il faut que l'électeur soit placé dans une situation telle qu'au moment de l'élection, il puisse comprendre, sentir au moins la situation générale du pays, quelles sont ses préoccupations les plus considérables, qu'il puisse être arraché à sa routine, à ce qui tous les jours l'absorbe habituellement. Cette condition se rencontre-t-elle si l'élection se fait à la commune? Je ne le crois pas. C'est encore plus clair en mai 1850, quand les adversaires des Républicains, regroupés en partis de l'ordre, qui est alors majoritaire à la Chambre, cherchent à écarter des urnes ceux que Thiers appelle la vile multitude, ces électeurs susceptibles de voter socialiste. À cette fin, et sans porter explicitement atteinte au principe du suffrage universel, le projet de loi prévoit de porter à 3 ans la durée de résidence requise pour être admise au scrutin, ce qui en exclut les ouvriers appelés à se déplacer sans cesse en fonction du marché du travail et doit favoriser au contraire l'électorat rural au nom de ce que les conservateurs appellent la vertu moralisatrice du domicile, la vertu de cet enracinement dans un même terroir. Alors bien sûr, les républicains s'insurgent et opposent aux conservateurs une toute autre image du bon citoyen. Jules Grévy, par exemple, affirme que cette pensée, sous-entendue celle des conservateurs, peut avoir du vrai appliqué à certaines époques, à certaines nations, aux nations exclusivement agricoles, par exemple. Cette idée serait fausse et trompeuse si elle s'appliquait aux nations commerçantes et industrielles, chez lesquelles les nécessités du travail et des affaires entraînent des mouvements, des déplacements incessants, chez lesquels l'activité, le déplacement, le mouvement de la population est une des conditions, un des éléments de la prospérité nationale. À la fin de l'année 1851, Victor Chauffour, qui est encore un homme politique et qui deviendra sous la Troisième République conseiller d'État, le dit encore plus abruptement lorsqu'il est question, en décembre 1851, d'appliquer la loi du 31 mai 1850 aux élections communales et pas simplement législatives. Dans ce siècle de la vapeur, des chemins de fer, des grandes institutions de crédit, vous imaginez quoi? De nous donner pour type de l'honnête homme, l'homme qui n'a jamais perdu de vue le clocher de son village, celui qui est tout pénétré, tout imprégné de ce que vous avez plaisamment appelé l'esprit communal. De 1848 à 1870, l'idée que la citoyenneté véritable est associée à la circulation des personnes et donc à celle des idées, aux grandes assemblées, à une sociabilité typiquement urbaine, s'impose dans le camp républicain et guide un certain nombre de leurs propositions, qu'il s'agisse pour les plus radicaux d'adopter des formes de démocratie directe, régime conçu comme celui de l'agitation, au sens positif de mobilisation et de politisation. Je renvoie à cet égard au livre de Samuel Hayat sur la République révolutionnaire de 1848, ou de façon beaucoup plus consensuelle qu'il s'agisse d'inventer une décentralisation réellement démocratique en élargissant les institutions communales pour les urbaniser en quelque sorte, pour faire advenir ce que les républicains eux-mêmes appellent la ville-campagne. J'y ai consacré un chapitre dans le livre cité précédemment. Ce qui est très étonnant, c'est que cet idéal s'effrite au moment où la République s'enracine, au moment de la fondation de la Troisième République. J'en viens donc au retour paradoxal à cette citoyenneté enracinée. Et pour montrer dans un premier temps qu'on retrouve une tension entre décrire et prescrire, donc entre description de la société et visée transformatrice de cette société. Le titre « Décrire et prescrire » est emprunté à Pierre Bourdieu dans un article où il montre que toute description de la réalité en politique a une visée prescriptive, et c'est bien le cas ici. Ce que les républicains disent des ruraux, comme ce qu'ils disent des urbains, ne correspond pas tout à fait, voire pas du tout, à la réalité sociale qui est la leur. La France rurale est beaucoup moins homogène qu'il ne semble le croire, donc parler du paysan ne veut pas dire grand-chose à l'époque. Certaines des régions françaises sont très alphabétisées,
notamment au nord de la ligne Saint-Malo-Genève, et les campagnes françaises connaissent des migrations saisonnières ou plus durables, même si l'exode rural n'est pas encore très visible. On a affaire à une société qui est relativement mobile. À l'inverse, tous les urbains ne sont pas éduqués ni passionnés par la politique, loin de là. Et donc il y a un vrai décalage entre discours et réalité qui tient moins à l'ignorance des conditions de la vie rurale, qui serait celle des républicains, qu'à leur souci de faire passer leurs projets politiques pour modernes, inscrits dans le sens de l'histoire, renvoyant ainsi les électeurs qui se détournent d'eux à une forme d'archaïsme voué à disparaître. Et s'ils ne donnent pas une image très fidèle des campagnes, on peut néanmoins leur accorder que cette vie plus urbaine, plus mobile qu'ils mettent en avant est bien celle que fait advenir la révolution industrielle, et c'est bien celle qui est encore la nôtre aujourd'hui, de façon encore plus accrue. Il est donc très surprenant de voir une partie du mouvement républicain adopter dans les années 70-80 un tout autre discours. Ferry, par exemple, ne cesse de répéter dans ces années 70-80, la République sera celle des paysans ou ne sera pas. La formule est très ambiguë. Elle prend sens dans un conflit interne au camp républicain, celui qui oppose d'un côté les radicaux et de l'autre ceux qu'on appelle désormais les opportunistes. Ces derniers affirment d'abord être d'accord avec les radicaux sur le fond, mais pas sur la méthode. Donc, c'est ce que dit Ferry dans un discours à Bordeaux, sur lequel je reviendrai régulièrement parce qu'il est très important pour notre sujet. Oui, nous l'avouons, nous avons appris quelque chose à l'école des événements. Nous mettons bien au-dessus de la constante étroite et vaniteuse qui se flatte d'avoir conçu dès le premier jour la vérité politique tout entière, la sagesse pratique des hommes de bonne foi qui ne changent pas d'idéal, car on ne change pas plus d'idéal que de conscience, mais qui mettent au service de leur idéal des moyens différents selon le temps. Autrement dit, la République des paysans ne substituerait pas un idéal de citoyenneté à un autre, mais plutôt que de vitupérer contre l'apathie paysanne, elle s'adapterait au tempérament des électeurs ruraux, tempérament est le terme qu'utilise Ferry, pour mieux les émanciper. Stratégiquement, c'est aussi bien sûr plus prudent de s'adresser à l'électorat majoritaire en des termes un peu plus élogieux que ceux que les républicains avaient l'habitude d'employer jusque-là. Et c'est la version que les historiens ont longtemps retenue. Il fallait la prudence d'un Ferry ou d'un Gambetta pour enraciner la République, lentement certes, mais sûrement. La labellisation des deux camps, radicaux d'un côté, opportunistes de l'autre, semble d'ailleurs appuyer cette interprétation. On observe pourtant au fil des scrutins qui, dans les années 70-80, deviennent de plus en plus favorables à la République, un net infléchissement du discours opportuniste, désormais enclin à faire l'éloge du paysan attaché à sa terre, enraciné, qui aurait compris que seule la République était à même de satisfaire ses intérêts. Elle apparaît comme l'assise, la base, le véritable fond de la population française, dans lequel chacun est invité à se reconnaître. Nous sommes un peuple de petits propriétaires, dit Ferry. Nous sommes ici tous, vous le savez bien, fils ou petits-fils de paysans. Ça revient comme une rengaine dans tous ces discours politiques. L'évolution n'est pas seulement électoraliste ou stratégique, elle fonde en réalité des choix politiques opposés à ceux des radicaux. Le ralliement à l'institution sénatoriale, que la tradition républicaine avait jusqu'alors condamné, parce qu'elle remet en cause l'unité de la représentation nationale, parce qu'elle repose sur un mode de désignation indirect qui rompt avec l'égalité des citoyens. Deuxième choix politique différent des radicaux, le ralliement à des mandats politiques longs, notamment sur les élections municipales. Les radicaux les voulaient tous les ans, et c'est ce que l'ensemble des républicains désiraient jusqu'alors. Les opportunistes expliquent que 4 ans suffiront amplement. Le refus de Ferry d'indemniser les maires, le renoncement provisoire à la séparation des églises et de l'État, alors que les républicains sont au pouvoir, tous ces revirements étant opérés au nom des électeurs ruraux et de leur indifférence politique. Alors que les radicaux restent très attachés à une république où les citoyens sont fortement investis dans la vie politique, les opportunistes affirment que la République doit avoir un gouvernement fort, capable de maintenir la tranquillité publique
qui est finalement tout ce dont le pays a besoin. C'est au moment des périodes électorales que ce grand pays, cette masse immense et laborieuse du suffrage universel, se remue, s'agite, réfléchit sur la chose politique et prononce son arrêt. Dans l'intervalle, nous dit Ferry, le pays est très porté à laisser faire ses délégués. En d'autres termes, la participation politique se résume, selon Ferry, aux élections, tandis que les radicaux restent attachés à un idéal de citoyenneté qui implique un investissement plus intense, plus constant aussi des citoyens dans la vie politique du pays, et qui passe donc par des élections plus fréquentes et une capacité de mobilisation que les institutions doivent soutenir. Alors, les opportunistes l'emportent, au moins provisoirement, alors que cet éloge des électeurs ruraux n'est pas plus réaliste que la critique qu'ils avaient faite les années précédentes. Certes, les petites exploitations en France sont extrêmement nombreuses, plus de presque 5 millions, donc c'est à peu près 85% du total des exploitations agricoles. Mais ce que montrent les historiens, en particulier Jean-Luc Maillot, c'est que ces petites exploitations ne suffisent absolument pas à assurer l'indépendance des paysans. La plupart d'entre eux ont besoin de trouver des revenus complémentaires dans le travail salarié agricole, l'artisanat, la petite industrie. Et donc ces petits propriétaires indépendants dont Ferry fait l'éloge sont bien loin de représenter la majorité dans la nation, comme il le répète sans arrêt. L'accent mis sur l'enracinement local des paysans, qui relevait déjà, on l'a vu, d'une généralisation abusive sous la Seconde République et sous le Second Empire, est encore plus sujet à caution dans les années 70-80. Alors que les migrations entre régions rurales restent importantes, la crise agricole tend à accélérer l'exode rural, et donc on se trouve face à un peuple qui n'est pas si immobile. C'est le titre du chapitre 5 d'un ouvrage sur la France contemporaine intitulé « D'ici et d'ailleurs » et dirigé par Quentin de Luermoz. Mais ce n'est pas la vérité ou le réalisme des discours politiques qui fait leur succès. C'est bien plutôt leur capacité à susciter des identités collectives désirables et à condamner les alternatives comme insupportables ou impossibles. Et à ce jeu rhétorique, les opportunistes l'emportent, du moins jusque dans les années 1890. D'une part, ils n'ont de cesse de condamner les projets radicaux comme dangereux. C'est la formule de l'agitation, ne cesse-t-il de répéter, et ils reprennent ainsi les armes que leur ont longtemps opposées les monarchistes et les bonapartistes. Pour décrédibiliser le radicalisme, il leur suffit de ranimer la peur de l'instabilité, du trouble, du désordre public. D'autre part, leur description d'une France enracinée, faite de petits propriétaires terriens, indépendants et fiers, coexiste avec l'éloge des nouvelles couches, ces petits notables à qui les républicains offrent de devenir les nouvelles autorités sociales du monde paysan. On le voit bien toujours à Bordeaux, dans ce discours de Ferry que je citais précédemment, les populations des campagnes sont le fond même de la société française, nous dit-il. Elles ne constituent pas seulement un immense réservoir de labeur et d'épargne, elles sont encore un réservoir d'hommes, et c'est en plongeant leurs racines dans ces couches profondes que la bourgeoisie, les ouvriers des villes, et ceux mêmes qui s'appelaient autrefois les classes dirigeantes, se renouvellent incessamment. De là sortent nos soldats, nos instituteurs, nos commerçants, nos industriels. Ce discours séduit ainsi de nombreux électeurs qui se reconnaissent dans ce miroir déformé, mais flatteur, qui leur est tendu. Qu'ils soient paysans et heureux d'y trouver un motif de fierté, ou paysans et heureux d'y trouver un espoir de mobilité ascendante, ou qu'ils ne soient pas paysans, mais qu'ils aient, comme la plupart des Français à l'époque, des racines paysannes dont ils n'ont plus à rougir, mais au contraire à s'enorgueillir, ils sont manifestement touchés par ce discours puisqu'ils votent en faveur des opportunistes. Pour reprendre la formule de Michael Saward dans son ouvrage sur le representative claim, donc sur les prétentions représentatives, la prétention des opportunistes à représenter une nation paysanne est sans doute pas très juste sociologiquement, mais elle est validée par le vote des électeurs,
que ces électeurs soient paysans ou non, que ces discours soient conformes ou non à la réalité sociale. Leur accession au pouvoir leur donne en outre la capacité d'imposer cette grille de lecture à travers l'école notamment, et l'œuvre de la République, l'œuvre scolaire de la République, fait l'éloge d'un caractère national qu'elle contribue à forger et qui associe justement la sagesse paysanne à la citoyenneté républicaine, l'enracinement dans le terroir et l'amour de la patrie. On voit donc qu'il y a eu un changement très important entre une conception de la citoyenneté urbaine mobile et cette conception de la citoyenneté plus rurale, plus immobile. Ce changement est bien visible, mais il est tu. Les fondateurs de la République, les Ferry et les Gambetta, ne cessent de dire qu'ils n'ont pas changé d'avis, qu'ils sont toujours fidèles à la tradition républicaine, qui serait inchangée depuis 1789. Donc ce qui m'intéresse pour finir, c'est d'évaluer le prix de ces non-dits, de ce refus d'assumer ce changement important dans les représentations de ce que doit être le bon citoyen. Le premier de ces non-dits, c'est que la conception républicaine de la citoyenneté, elle reste décrite dans sa visée abstraite et universelle. Pour y accéder, il faudrait faire l'effort de s'arracher à ces déterminations particulières pour débattre, en être de raison, au sujet de l'intérêt général. Or, on le voit, l'expérience du suffrage universel a conduit les fondateurs de la République à donner une épaisseur sociale à l'abstraction de cette citoyenneté, celle des traits particuliers d'un peuple enraciné dans sa terre et son héritage paysan. Cette évolution, elle n'est bien sûr pas étrangère à ce qu'on a appelé le compromis républicain sur la citoyenneté. C'est une expression qui est aussi celle de Catherine Witold de Wenden, cette fois dans un ouvrage collectif qui s'appelle L'Europe et toutes ses migrations. Compromis républicain qui conduit notamment au début de la Troisième République à renforcer le lien entre citoyenneté et nationalité, à combiner droit du sang et droit du sol, conception ethnico-culturelle de la nation et conception politique volontariste de la nation. Cette évolution a été en partie passée sous silence, dans la mesure où le conflit qui s'est joué entre les radicaux et les républicains n'a pas été présenté pour ce qu'il était vraiment, à savoir un conflit entre deux modèles politiques très différents, un modèle de démocratie représentative fondé sur la délégation, où la participation politique se réduit essentiellement au vote, et un modèle de démocratie représentative où la mobilisation fréquente des électeurs doit encourager leur civisme et garantir une forme de contrôle sur les représentants. Au contraire, les opportunistes, d'abord largement suivis par les historiens qui ont repris leur version, ont fait triompher l'idée qu'il ne s'agissait que d'un débat sur la méthode et pas sur le fond. Autrement dit, qu'il n'y avait qu'une république et seulement des moyens différents d'y parvenir. Le fait que la République opportuniste ait été en outre incarnée par une figure sociale spécifique, celle de la paysannerie, n'a pas aidé à clarifier les choses, en laissant entendre que la République était indissociablement liée à un certain type de peuple, le peuple français encore majoritairement rural de la fin du XIXe siècle, dont on exagérait en outre l'enracinement. Il en résulte, à mon sens, au moins trois difficultés sur lesquelles je vais revenir, car il me semble qu'on en est encore largement tributaire. La première difficulté, c'est l'ambivalence du référent républicain dans le débat politique aujourd'hui. En associant à l'idéal républicain les thématiques de la ruralité et de l'enracinement, les opportunistes ont contribué, sans le vouloir, à rendre le référent républicain appropriable par la droite ralliée au régime républicain, et en particulier la droite nationaliste, et ce, dès la fin du XIXe siècle. Il y a quelques années, ce référent républicain a même été réinvesti par l'extrême droite, qui en sélectionne certains aspects pour les hybrider avec un discours ultra-conservateur et raciste. Parallèlement, l'oubli dans lequel on a tenu l'héritage radical, en minimisant ses différences avec l'opportunisme, mais aussi avec le radical-socialisme tel qu'il s'installe en France au début du XXe siècle, rend la tâche difficile à tous ceux qui tentent de faire entendre une version plus ouverte de la République. Alors que dans d'autres parties du monde, la redécouverte de la pensée républicaine vient nourrir une critique libérale et démocratique du néolibéralisme,
En France, la référence à la République semble surtout profiter aux conservateurs. C'est ce que montre très bien l'enquête récente du chercheur et journaliste Fabien Escalona, qui a paru récemment dans Mediapart, et notamment le deuxième épisode consacré au rapt conservateur de la République. La deuxième difficulté tient à l'éducation à la citoyenneté. On le sait, l'école est au cœur du projet républicain. Il ne s'agit pas seulement d'instruire des individus, mais aussi de former des citoyens. Sous cet angle aussi, l'idéal de citoyenneté des fondateurs de la République est ambivalent. Son insistance sur l'intégration à la communauté nationale et politique l'est en effet doublement. D'une part, cette intégration est conçue dans une interaction avec les particularismes locaux, contrairement à ce qu'a pu laisser croire l'importance du français à l'école qui s'exerce au détriment des langues régionales, qui sont réduites au rang de patois. Jean-François Chanet a bien montré, dans un ouvrage consacré à l'école républicaine et les petites patries, que le compromis opportuniste fonctionnait aussi à l'école, en associant l'amour de son village à l'amour de la grande patrie, la nation. Cette culture scolaire véhicule ainsi un ensemble de représentations particulières qui construisent l'universalisme à partir des traits dominants de la société française de l'époque, avec là encore une série de compromis dont nous sommes encore tributaires aujourd'hui. On le voit par exemple dans le calendrier scolaire, qui est encore celui d'une population rurale et catholique. Le discours de l'émancipation va alors de pair, de façon plus ou moins explicite, avec l'exigence d'assimilation à un ensemble de représentations, de comportements et de valeurs qui sont présentés comme universels, mais qui, en réalité, sont assez situés historiquement et socialement. D'autre part, l'intégration à la nation est avant tout considérée comme une adhésion aux institutions, bien plus que comme une éducation à l'engagement politique. Il en ressort une série de contradictions qui ont bien été mises en lumière par Sophie Audidière dans sa contribution à l'ouvrage collectif « La République et ses démons ». La principale, à mes yeux, fait écho au conflit originaire entre opportunistes et radicaux, entre une république fondée sur la participation active des citoyens et une autre république fondée sur la délégation du pouvoir des citoyens aux professionnels de la politique. L'école opportuniste doit former à la liberté, mais elle affirme l'autorité de la science et des valeurs de la République, et il faut s'y soumettre. Elle doit éduquer au débat et donc au pluralisme, mais elle se montre hostile, ou disons inquiète, face à tout dissensus et à toute forme de politisation. La dernière difficulté sur laquelle j'aurais aimé revenir est celle qui touche plus directement la question des migrations, dans la mesure où elle pèse sur les efforts pour penser une citoyenneté adaptée à un monde où les individus circulent de plus en plus. Comment garantir leurs droits sociaux, civiques, politiques en dehors du pays dont ils sont ressortissants? Il nous faut alors penser la citoyenneté au-delà de la nation, aux deux sens du terme de l'expression au-delà de la nation. À la fois réfléchir à des formes de citoyenneté supranationales, comme on le fait au niveau européen par exemple, c'est déjà le cas pour les ressortissants de l'Union européenne, et penser ces formes de citoyenneté supranationale en dehors du modèle national que nous ont légué les fondateurs de la République. Ce modèle incite en effet à calquer la construction de ces formes de citoyenneté supranationale sur la construction de la citoyenneté nationale telle que l'ont conçue et mise en œuvre les fondateurs de la République, en partant de ce qu'ils croyaient être la réalité sociale française, l'enracinement dans le terroir, qui est alors considéré comme une voie privilégiée vers l'attachement à la nation, à son histoire, à sa culture, à sa langue, attachement qui, dans cette perspective, est vu comme un soutien à l'investissement politique du citoyen. C'est parce qu'on aime son pays qu'on en comprend les intérêts généraux et qu'on est prêt à s'investir dans la vie politique pour en défendre une certaine vision. Il faudrait donc, selon cette position, soutenir le sentiment européen comme les fondateurs de la République ont soutenu le sentiment national, en produisant une histoire de l'Europe, en mettant en avant sa culture, ses valeurs, bref, en forgeant une identité européenne. Et d'une certaine manière, c'est le choix de la commission von der Leyen lorsqu'elle renomme le portefeuille des migrations en protection puis promotion du mode de vie européen.
Or, l'idéal de citoyenneté enracinée que sous-tend cette position est largement anachronique. Les tenants du patriotisme constitutionnel l'ont montré depuis longtemps. Donc c'est une forme d'attachement à la Constitution qui a été théorisée par Jürgen Habermas dans un livre qui s'appelle « L'intégration de l'autre », qui a été traduite de façon un peu malheureuse par l'intégration républicaine, alors que c'est au contraire un projet qui vient prendre largement ses distances avec le républicanisme, et qui montre donc que cet idéal de citoyenneté enracinée est anachronique. Plus généralement, l'ont montré également tous ceux et toutes celles qui réfléchissent au fondement d'une citoyenneté plus ouverte, plus urbaine aussi, donc qui articulerait le local et l'international, qui serait celle à la fois des ressortissants européens, mais qui pourrait aussi être élargie aux réfugiés et migrants arrivés en Europe. Dans ce cadre, le modèle républicain français paraît largement dépassé, sauf à faire revivre cette tradition en grande partie oubliée que nous avons évoquée et qui a occupé les radicaux de 1848 jusque dans les années 80. On le voit, l'oubli de cette tradition républicaine alternative, celle d'un radicalisme urbain qui valorise la mobilité, est coûteux politiquement, parce qu'il tend à rabattre le républicanisme français sur un conservatisme compatible avec toutes sortes de nationalismes. Il ne s'agit pas pour autant de réhabiliter cet idéal radical, autrement dit de tirer du passé un contre-modèle ou un modèle pour l'avenir, restituer la complexité des débats qui ont agité la fondation de la République vise plutôt à lutter contre toute interprétation univoque du moment républicain et ainsi à ouvrir le champ des possibles. Pour les acteurs de cette histoire, une autre République était possible, ce qui est encore le cas aujourd'hui, même si le débat politique rend la référence républicaine assez périlleuse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous aurons une discussion tout à l'heure, à la fin après les deux interventions, une discussion d'un quart d'heure, 20 minutes, comme d'habitude. Alors, en attendant le retour du second orateur, qui ne va pas tarder, je vais juste meubler un peu, mais de façon aussi intelligente que possible, bien sûr. Et d'abord, je dois dire que j'ignorais beaucoup des choses que vous avez dites. Je pense que dans cette période où, effectivement, nous avons un discours simplificateur, simpliste sur ce qu'était la République, un modèle unique qu'on aurait eu, l'idée aussi que le pays était immobile avant que l'immigration ne survienne, l'oubli de cette tension entre mobilité et enracinement, des tensions entre sang et sol, etc. Enfin, je trouve que là, il va falloir qu'on lise tous Chloé Gaboriau, parce que vraiment, vous apportez des choses extrêmement nouvelles et précieuses sur tous ces mythes que nous ne cessons de construire et de tenir pour acquis. Je voulais simplement dire que j'ai pensé en vous écoutant à ce livre de Thomas Bouchet, qui sera une des personnes que nous avons invitées au séminaire, Nom d'oiseau, l'insulte en politique, qui est un livre qui raconte toute une série d'affaires, d'esclandres qui sont survenues au Parlement français pendant 2 siècles. Et une des histoires qu'il raconte, c'est comment, en 1870-1871, quand le Parlement est replié à Bordeaux après la défaite face à l'Allemagne, il y a la crainte que les ruraux, les députés ruraux, vont l'emporter sur les députés urbains, et on se rend compte que rural est une injure. Rural, c'est une des insultes qu'étudie Thomas Bouchet dans son. Et il y a un effort pour retourner l'insulte en éloge. Enfin, il y a tout un retournement, un travail pour essayer de faire en sorte que les ruraux soient quand même acceptés comme des citoyens à part entière. Ça a été une découverte pour moi de voir à quel point rural avait pu être une injure à un moment dans notre histoire parlementaire. Mais au fond, vous éclairez bien toute cette affaire. Et voilà, je suis très, très reconnaissant de tout ceci, mais nous allons en débattre tout à l'heure. En tout cas, vous avez insisté une fois de plus sur le décalage qui sépare les discours de la réalité, et c'est cela qui va
unifier l'ensemble du débat au cours de ce séminaire. J'invite maintenant Marc Bernardo à intervenir. Merci.